Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast, donc un podcast qui fait partie d'une série qui nous tient particulièrement à cœur à l'occasion d'Octobre Rose. Aujourd'hui, on se retrouve à l'occasion de la Journée nationale des aidants, donc une journée qui met en lumière toutes celles et ceux qui, dans l'ombre, accompagnent un proche malade ou en perte d'autonomie. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Lise Duna. Tu es médecin spécialisé en anatomie et cytologie pathologique, formatrice en oncologie et conceptrice pédagogique, tout ça. Mais tu es aussi aidante au quotidien. C'est une double casquette qui, j'imagine, te donne un regard unique sur ce rôle essentiel. Donc, merci d'être avec nous, Anne-Lise. Bonjour, merci de votre invitation. Donc, Anne-Lise, on parlait avant de démarrer ce podcast de cette belle cause d'Octobre Rose. J'imagine que ça représente beaucoup pour toi, à la fois en tant que professionnelle de santé, mais aussi personnellement. Oui, tout à fait. En fait, Octobre Rose, c'est une campagne de sensibilisation qu'on connaît tous. On pense tout de suite aux rubans roses, aux marches, aux affiches. Mais en fait, Victoria, au-delà des symboles, Octobre Rose, c'est un moment fort. Et effectivement, comme professionnelle de santé, je sais à quel point le dépistage du cancer du sein, c'est vital. Détecter tôt, ça veut dire aussi sauver des vies. Et c'est essentiel que ce message circule largement, qu'il touche toutes les générations, toutes les femmes et aussi, bien sûr, les hommes qui peuvent être concernés. Après, pour moi, Octobre Rose, ça peut aller plus loin. C'est un rappel que derrière chaque patiente, il y a tout un univers, hein. Il y a une famille, des enfants, des parents, un conjoint, des amis, etc. Et en fait, chacun de ses proches va être impacté par la maladie. Et donc, Octobre Rose, ça va être l'occasion de rappeler que le cancer, ça touche pas une seule personne, mais ça touche tout un entourage. Voilà, ça me paraît important dans cette campagne aussi, de mettre en lumière, on peut dire, ces invisibles un petit peu, de dire que le cancer, ça se vit ensemble. Oui, justement, on parle beaucoup des aidants. C'est un terme qu'on emploie beaucoup dans le monde de la santé. C'est vrai que quand on le devient un jour soi-même, ça prend beaucoup de sens. Si tu devais le définir, pour toi, c'est quoi un aidant? C'est quoi son rôle? C'est assez dur comme question, effectivement, parce que être aidant, c'est pas du tout une fonction, on va dire, officielle. C'est pas un métier en soi. C'est un peu un rôle qu'on va endosser souvent, sans vraiment l'avoir choisi, sans être formé, sans parfois même, avoir, on va dire, de reconnaissance et c'est pourtant un rôle qui va être très important. Un aidant, c'est pas seulement quelqu'un qui va, venir ajuster un coussin, accompagner, à une chimiothérapie à l'hôpital. C'est bien plus vaste. En fait, l'aidant, ça va être la personne qui va, par exemple, répéter, patiemment les explications du médecin quand ça devient, trop lourd à intégrer. C'est celui qui va, s'asseoir des heures en salle d'attente sans se plaindre. C'est celui aussi qui va, concrètement vraiment supporter les colères, les silences, les larmes et qui, malgré tout, est toujours là le lendemain. Donc concrètement, un aidant, c'est vraiment un multitâche. On peut dire aussi bien secrétaire médical, chauffeur, infirmier improvisé, cuisinier parfois, gestionnaire administratif, voire même psychologue de garde. Et on peut dire que c'est un peu la colonne vertébrale invisible du parcours de soins. Voilà. Et Annelise, est-ce qu'un aidant, il est nécessairement proche du patient? Alors non, pas forcément. En fait, c'est ça, hein. C'est qui ces héros du quotidien? Ça va être des conjoints, des enfants, des parents, mais ça peut être aussi des amis, ça peut être des collègues. Et en réalité, j'ai envie de dire, tout le monde potentiellement peut un jour endosser ce rôle. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près 11 millions d'aidants en France actuellement. Donc ça, c'est colossal ce nombre. Ça nous rappelle qu'à un moment ou un autre, on va pouvoir se retrouver dans cette position. Ouais, et c'est une position, j'imagine, qui est difficile et qu'elle est particulièrement étrange quand ça nous tombe dessus un jour en tant que professionnel de santé. Quand d'un seul coup, on ajoute une casquette à celle de soignant, je pense que ça doit changer peut-être le prisme à travers lequel on voit la maladie, mais aussi les patients en général.
Ouais, bah, ça c'est sûr que quand on est un soignant et qu'on devient d'un coup aidant, là tout bascule. On se retrouve d'un côté avec, on va dire, les connaissances médicales. On va maîtriser les traitements, les protocoles, les effets secondaires, etc. Et en fait, de l'autre côté, on se découvre complètement démuni face à la maladie d'un proche. Ça va être un tiraillement un petit peu permanent entre l'expertise qu'on peut avoir dans ce domaine et cette impuissance. Et comme tu le dis très bien, ce double rôle, il est à la fois une richesse, mais également une épreuve. Alors pourquoi une richesse? Bah, parce que ça change profondément notre regard, on va comprendre autrement, on va soigner différemment. On va se mettre à écouter avec une autre oreille, à observer avec une autre sensibilité. Mais c'est aussi une épreuve parce que on navigue entre, si je puis dire, 2 identités qui vont s'entrechoquer. On n'est plus seulement médecin, on devient par exemple fille, conjointe, sœur d'un aidant. Et parfois, c'est très difficile de trouver sa place. Donc cette double casquette, elle rend, si je puis dire, le soin plus humain, mais elle va épuiser aussi davantage parce qu'elle laisse pas vraiment de répit. Les annonces, les protocoles, etc. En tant que professionnel de santé, on connaît déjà très bien tout ça. Et d'ailleurs, c'est loin d'être facile à vivre. Mais en tant qu'aidant, quand on bascule de l'autre côté, comment ça se passe véritablement? Bah, c'est vrai que comme tu le dis si bien, quand on va vivre le cancer en étant à la fois soignant et aidant, on le vit pas comme, une suite de protocoles. En fait, on le vit plutôt comme une suite de succession d'émotions, de chocs, de nuits blanches, on peut dire. Ces femmes, elles vont avoir, pas mal d'étapes, à franchir. Elles vont cheminer, si je puis dire. Alors je ne sais pas si vous connaissez, les phases de cette, brillante médecin docteur Kubler-Ross qui, finalement a révolutionné notre compréhension, de ce deuil que l'on traverse face à la maladie ou la perte. Par exemple, les patientes vont passer par le choc, le déni, la colère, la tristesse et puis l'acceptation. Mais ce qui est particulier aussi, c'est que les dents les traversent en parallèle en fait, du patient et Mhm. donc c'est ça la difficulté. Voilà, de cette double dose, cette double intensité, de toutes ces phases qui peuvent être assez difficiles. Oui, effectivement, et ça doit l'être d'autant plus si, d'une certaine manière, on n'a pas forcément le droit en tant qu'aidant de montrer qu'on est soi-même impacté. Mmh. Au-delà du quotidien, hein, c'est parfois, encore une fois, la remise en question d'une projection familiale ou, enfin voilà, c'est pas simplement les prochaines vacances qui sont annulées. Entre autres. Donc, même si ça peut être aussi douloureux, ces étapes du deuil là, elles sont gérées d'une manière ou d'une autre pour les dents. Qui l'accompagne, lui? Et ben c'est vrai que c'est une bonne question. Moi, je me souviens très bien du choc, du diagnostic, d'annonce. En tant que médecin, bah, je savais ce que signifiaient les mots sur le compte rendu, ANAPAT, par exemple. Mais comme proche, je les ai reçus un petit peu comme une gifle et Hmm. à ce moment-là, mon savoir ne m'a absolument pas protégée. J'ai même envie de dire que c'était pire, Ah ouais. de savoir, en fait, de trop savoir. J'étais avant tout une fille, hein, face à cette réalité brutale et c'est là que j'ai compris que l'expérience de la maladie, c'est pas seulement de la médecine. C'est une épreuve humaine, en fait, qui va complètement tout dépasser. Ça, c'est vraiment important de d'avoir ce concept en tête. Tout dépassé parce que c'est ce que tu disais en introduction du podcast. Finalement, le cancer, c'est plus qu'une maladie, c'est tout un univers qui bascule. Euh, c'est un entourage qui d'un seul coup rentre dans une épreuve. Tu parlais des étapes du deuil. Or, qui dit cancer ne dit pas nécessairement que l'issue sera fatale pour le patient. Mais c'est quand même, j'imagine, toujours des épreuves longues. Et ça, je pense que quand on est soignant, on est particulièrement sensibilisé à tout ça. Tu le disais, c'est une succession d'annonces. Je ne sais pas si, quand on est tout simplement aidant tout court, on se rend compte que en fait, va pas y avoir non qu'une annonce, mais que en fait, on est embarqué dans tout un protocole qui est fait d'étapes. Ces étapes, j'imagine que, enfin, tu vas me dire, Annelise, mais qu'elles sont construites aussi pour que le patient et ses aidants ou son aidant acceptent la situation progressivement. Donc finalement, est-ce que la médecine suit pas d'une certaine manière ces étapes du deuil?
Tout à fait. C'est vrai que cette acceptation, qui est suivie après de l'intégration, notamment par rapport à, j'entends, à des chirurgies du cancer du sein, donc qui peuvent être très mutilantes. Il va falloir accepter aussi cette transformation du corps, de la féminité, comme on l'a aussi évoqué. Et en fait, ça va être le moment où l'on apprend à vivre avec, en fait. Donc pas à oublier, mais à continuer malgré tout. C'est ça qui est aussi important. Euh, on parlait de véritablement enfin, voilà, on parle beaucoup pendant Octobre Rose hein, de comment mieux accompagner les patientes. C'est les patientes, c'est une succession d'annonces, on l'a dit. Il y a tout cet aspect curatif qui peut être plus ou moins long, des éventuelles interventions chirurgicales qui peuvent être très mutilantes et qui derrière engage une vraie acceptation d'un corps mutilé. On parle de l'APA, on parle de soins de support, on parle d'énormément de choses. Mais pour les dents, concrètement, quelles sont les aides qui sont offertes? Euh, Comment on peut l'aider? Je crois que la première chose, ça va être la reconnaissance. Parce que trop souvent, les dents, il est invisible dans le parcours de soins. Or, c'est un pilier. Alors, par exemple, un mot, une attention, une phrase comme Et vous, comment allez-vous? Eh ben, ça peut changer énormément. Hein, c'est rien, mais ça peut vraiment faire la différence et redonner un petit peu un souffle pour les dents. Alors, il y a aussi la nécessité de redonner du répit. Les dents, c'est un marathonien. Il tient debout une mécanique assez invisible qui va permettre à son proche malade de rester à domicile, par exemple. Mais il ne peut pas tenir seul. Donc, il y a des dispositifs qui sont mis en place, notamment donc certaines associations ou autres vont pouvoir donner ce répit. Donc, il y a les associations d'aidants. Je tiens aussi à rappeler aussi l'importance de la Ligue contre le cancer qui propose un numéro vert avec une écoute, un accompagnement pour aussi bien les patients, mais également pour les aidants. Il y a d'autres associations, par exemple avec nos proches, qui permettent aussi une ligne d'écoute. Il y a Soutenir les aidants, Aidants Attitude, enfin beaucoup, beaucoup de ressources qu'on peut retrouver également sur Internet. Et un dispositif que je trouve particulièrement intéressant qui s'appelle le baluchonnage, un dispositif de répit pour permettre à l'aidant de souffler, de pouvoir s'absenter quelques jours pendant qu'un professionnel, qu'on appelle le baluchonneur, vienne prendre le relais auprès du proche. Voilà. Et donc, c'est le moment de se dire aussi que l'aidant peut partir l'esprit tranquille, sans se dire, mais est-ce que tout va bien? Est-ce que les médicaments vont être donnés? Est-ce que la nuit va se passer sans problème? Etc., etc. C'est vraiment des bouffées d'air indispensables. Après, il y a également d'autres ressources, par exemple la Compagnie des aidants, qui propose des formations en ligne qui sont d'une durée assez courte, mais qui permettent vraiment d'apprendre à mieux se protéger, à identifier aussi les propres limites que l'on peut avoir en tant qu'aidant. Ils ont lancé également des podcasts qui s'intitulent La Voix des aidants. Après, quelque chose de très important et qui est peu connu, il y a un outil que j'aime particulièrement utiliser en tant qu'aidante, c'est l'édentomètre. Alors c'est comme un petit thermomètre, mais c'est pas pour mesurer la température. Ici, c'est plutôt pour évaluer la jauge d'épuisement de l'aidant. Donc ça va de la zone verte à la zone rouge. Donc vert, c'est quand tout va bien, quand l'aidant peut encore s'absenter, garder un petit peu un équilibre de vie. Et la zone du rouge, c'est quand l'aidant, il n'arrive plus à prendre soin de lui, qu'il a plus de vie sociale, qu'il se sent aussi épuisé. Ce mot, il doit être entendu. Il y a un épuisement psychologique et physique. Et ça reste donc du coup un outil pour éviter et repérer en fait les signes en amont et éviter d'arriver dans le rouge. Voilà. Oui, parce que tu le disais en préambule, les dents, c'est un rôle déjà qu'on endosse pas par choix, Non. mais on est là et on sait qu'on va vivre l'épreuve avec aux côtés du patient. C'est physique parce que on fait beaucoup de choses à la place du patient. Comme tu le disais, on est chauffeur, on va chercher les médicaments, etc. Mais aussi on est un punching ball un peu affectif, j'imagine parfois. Mm. Et on n'a pas trop le droit en tant qu'aidant de se plaindre puisqu'on n'est pas touché directement. Donc cet édentomètre,
toi, j'imagine que tu le recommandes aux soignants que tu conseilles pour aborder les aidants. Ouais, tout à fait. C'est vraiment parce qu'on parle souvent des conséquences du cancer sur le patient, mais en fait, on oublie celles sur les dents. Et pourtant, les chiffres, ils sont vraiment parlants. On est autour de près d'un aidant sur deux qui déclare souffrir d'une maladie chronique et presque un tiers qui va se sentir anxieux ou stressé et un quart qui vit une fatigue physique et morale permanente. Donc ça, c'est quand même important de comprendre qu'au-delà de la fatigue, au-delà de l'isolement, parfois même des conflits familiaux, voire même des difficultés financières, ça va être tout ça, la face cachée du rôle de l'aidant. Mm. Et on voit bien que c'est pas seulement une question de temps ou d'énergie, c'est la santé même des aidants qui est mise en danger. Donc cet outil, l'aidantomètre, peut être vraiment utile. Après, mon conseil aux soignants, ce serait ne vous arrêtez pas seulement aux patients. Regardez aussi celui ou celle qui est assis à côté, parce que si les dents s'effondrent, c'est tout l'équilibre de soins qui s'écroule, Mm. et prendre soin de les dents, c'est indirectement prendre soin du patient. Voilà. Oui, c'est très clair. C'est effectivement un beau message pour en cette journée des aidants. Je pense que du coup, c'est une journée qui te tient à cœur, Annelise. Tout à fait. Bah, ouais, Victoria, pour résumer, en fait, cette idée forte que je retiens, c'est soigner, c'est aussi prendre soin de ceux qui prennent soin. Et être aidant, j'ai envie de dire, c'est comme tenir une maison debout dans la tempête. On colmate, on répare, on soutient, et souvent, on oublie de s'abriter soi-même. Donc, mon message sera aussi une petite pensée pour la journée des aidants, qui est le 6 octobre, et qui est assez simple, c'est de rappeler en cette journée que non, l'aidant, vous n'êtes pas seul, votre rôle, il est essentiel, il doit être reconnu, et surtout, il mérite d'être soutenu. Voilà. J'aimerais aussi dire aux soignants, n'oubliez pas que derrière chaque patient, il y a un aidant et que derrière chaque aidant, il devrait y avoir, nous, professionnels de santé. Voilà, merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, Annelise. Merci pour ton témoignage. Merci pour ton éclairage. On retiendra donc qu'être aidant, c'est un rôle complexe, parfois lourd à porter, mais tellement précieux dans le parcours de soins. Nous, pour santé, on a aussi une responsabilité vis-à-vis de l'aidant, c'est reconnaître, écouter, accompagner cet aidant au même titre que le patient. Un regard, un mot peut changer beaucoup de choses et faire en sorte que les fondations ne craquent pas, comme tu disais. Donc à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que vous soyez soignants ou aidants, merci du fond du cœur pour votre engagement, pour votre présence, pour votre humanité. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Annelise. Merci, à très vite.